Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Entretien d'Afrique. D'abord, bonne et heureuse année 2023 à vous. Nous recevons pour vous le secrétaire général du parti Bloc républicain. Je veux parler de Abdoulaye Biot-Djane. Abdoulaye Biot-Djane, bonne et heureuse année 2023 à vous. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à vous-même ainsi qu'à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci de me recevoir dans votre émission et merci de venir chez moi à Djougou aussi, où je vous accueille au milieu de cette campagne. C'est un plaisir. Avec vous, nous parlerons du déroulement de la campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023, les perspectives et les attentes. J'anime cette émission avec le confrère Aboubakar Takou du groupe de presse Le Béninois Libéré. Aboubakar Takou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, monsieur le ministre d'État et secrétaire général du Bloc républicain. Merci. Bonjour, monsieur Takou. Je vais prendre la parole pour vous poser la première question. Monsieur le ministre d'État, vous êtes reçu aujourd'hui en votre qualité de secrétaire général national du Bloc républicain. Votre parti, comme les autres partis qui se réclament du chef de l'État, affronte la dure épreuve d'une élection inclusive, avec la participation de l'opposition matérialisée par les démocrates. Quel sentiment cela vous fait d'affronter une vraie élection aujourd'hui? Merci beaucoup. Je dois encore une fois vous remercier. Mais en ce qui concerne les élections, rappeler que si l'élection par le passé n'a pas été, comme vous le dites, inclusive, ce n'est ni de la faute du gouvernement et encore moins la faute du chef de l'État. Il y a des règles qui sont établies à travers la Constitution et les lois électorales. Ces lois stipulent un certain nombre de choses et tous les partis qui ambitionnent de compétir à ces élections ou à d'autres, que ce soit les législatives ou les communales, ou encore plus les présidentielles, doivent respecter justement ces préconisations de la loi. Et donc, si on n'a pas eu des élections inclusives par le passé, c'est effectivement dû au fait que certains ont pensé qu'il fallait faire des lois qui soient conformes à leurs desiderata. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut se conformer aux lois qui existent et c'est bien. Nous avons dans ces conditions la participation de 7 partis à cette élection. Elle est donc relativement compétitive et je m'en réjouis parce que ça offre à notre pays la diversité de ce que nous souhaitons. Mais en même temps, je veux rappeler que ça souligne aussi la nécessité de la réforme du système partisan que le chef de l'État et notre gouvernement ont voulu mettre en œuvre en rationalisant un peu l'échiquier politique. Et je crois que nous allons dans cette direction, même si on n'y est pas encore totalement. Leur participation ne constitue pas un blocage pour vous, pour les partis de la mouvance, notamment le Bloc républicain? Non, pas du tout. Je crois que l'élection est compétitive. Sans d'autres partis, si nous étions 2 ou 3, notre objectif, en tout cas au Bloc républicain, serait le même. Et nous aurions de toutes les manières à affronter d'autres personnes. Nous ne souhaitons jamais pour notre pays une élection où on n'aurait que le Bloc républicain comme parti compétissant pour les voix du peuple. Et donc, forcément, si l'élection est ouverte, vous avez affaire à des adversaires politiques, que ce soit un parti ou plusieurs partis. Je pense que le combat est le même. Il est peut-être un peu plus difficile lorsque vous avez 7 partis que lorsque vous avez 2, 3 partis. Vous avez déjà comme adversaire principal votre sœur jumelle, je veux parler de l'Union progressiste de Renouveau, qui est un parti avec lequel le Bloc républicain a toujours eu maille à partie. Ça a été toujours compliqué, comme si vous étiez de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez non seulement ce parti qui est là, vous avez l'opposition elle-même qui est représentée. Et quel bruit cela a appelé en vous pour tenir? Car le Bloc républicain, tout le monde le sait, veut s'illustrer comme le plus grand parti du Bénin. Notre objectif, M. Takou, est le même. Il n'a pas changé depuis 2019, depuis que nous avons participé aux premières élections, les élections législatives de 2019. Notre objectif est et reste d'être le premier parti de ce pays, du Bénin. Et donc, que ce soit devant un seul parti
l'Union progressiste de renouveau, ou que ce soit en face de 6 autres partis, notre défi est le même. Et c'est dans ces conditions que nos militants se battent dans les 24 circonscriptions de ce pays pour que chacune des listes prévale, chacune des listes sorte le maximum de députés qu'il est possible de sortir dans un environnement qui est un peu plus compliqué, qui est un peu plus compétitif, comme vous l'avez souligné. Les démocrates ont lancé leur président d'honneur, M. Bouriaï, ancien président, qui n'est pas candidat. Et qu'est-ce que cela vous fait? Car on sait le poids qu'il constitue dans cette campagne. Bien, moi je n'ai pas à commenter ce que le président Eboni fait ou ne fait pas. Peut-être que si j'étais dans sa position, peut-être que si j'avais été président pendant 10 ans, j'aspirais personnellement à faire autre chose qu'à empêcher mon successeur de réaliser ce que les populations, ce que le peuple béninois demande. Les démocrates, je les ai écoutés depuis leur entrée en compétition. À ce jour, ils n'ont rien offert qui m'émerveille et qui émerveillerait le peuple béninois, sauf à dire que telle ou telle chose que le gouvernement fait n'est pas bien, ou à réclamer que des gens qui ont commis des crimes et qui sont en prison de ce fait soient libérés. Ce n'est pas, à mon sens, une offre politique. Moi, je suis venu en politique pour autre chose. Je suis venu en politique, je n'étais pas au chômage. Je suis venu en politique parce que je pensais que ce pays pouvait aspirer à autre chose. Je pensais que les Béninois avaient la possibilité d'aspirer à autre chose. Je pensais que les jeunes Béninois ont le droit d'espérer en leur peuple, en leur gouvernement. C'est ce qui m'a amené en politique et j'espérais trouver dans l'opposition d'aujourd'hui, les démocrates, les mêmes ambitions. Mais je ne suis pas surpris parce qu'ils ont dirigé ce pays pendant 10 ans, pendant les 10 ans où je suis venu en politique justement, parce qu'ils ont été incapables de délivrer cette offre politique-là que le peuple attendait. Abdoulaye Biotchane, que reprochez-vous au projet de société, au projet de législature, j'allais dire, du parti Les Démocrates? Je ne reproche rien à ce projet parce qu'il n'y en a pas. Ce que je reproche aux démocrates, c'est de ne pas avoir un projet de législature pour les 3 ans qui viennent. Et je rappelle que le Bloc républicain a été le premier parti, et à ce jour d'ailleurs le seul parti, à présenter une offre politique en disant, eh bien, Béninois et Béninoises, donnez-nous la majorité au Parlement, et si vous nous la donnez, voilà ce que nous allons faire. On peut avoir une idée du projet assez rapidement. Je le rappelle, 4 axes sur lesquels nous avons développé notre programme de législature. Le premier, qui est d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Tous attendent ça, tous veulent ça. Et c'est d'ailleurs dans ces conditions que le président Talon a déclaré lors de son discours inaugural l'année dernière, au moment de sa réélection, que ce mandat dans lequel il nous engageait serait un mandat social, hautement social, avait-il dit. Eh bien, nous, notre premier axe, c'est justement de développer les programmes et les projets qui concrétisent davantage cela. Autour, évidemment, de tout ce qui concerne la qualité de la vie des gens, du niveau de rémunération des gens, des activités génératrices de revenus, pour les jeunes comme pour les femmes, de tout ce qui concerne les infrastructures, l'eau, l'électricité, les infrastructures urbaines, et bien sûr tout ce qui concerne le développement des activités comme l'agriculture, comme l'artisanat, comme le tourisme, qui est le premier secteur de diversification du gouvernement du président Talon. Donc, premier axe, améliorer les conditions de vie des populations. Deuxième axe, améliorer la résilience de notre pays. Notre pays a traversé pendant les 4-5 années qui viennent de passer 3-4 chocs importants. Le premier, c'est la Covid. La Covid-19, vous savez, nous en avons tous
souffert. Bien sûr. Deuxièmement, les questions de sécurité régionale qui commencent par toucher notre pays. Troisièmement, évidemment, la fermeture de la frontière de notre pays avec le Nigeria pendant de nombreux mois. Beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements auraient été renversés parce qu'ils n'auraient pas pu trouver des ressources pour faire face aux engagements les plus, qu'on appelle les plus évidents d'un gouvernement. Malgré ces trois chocs, notre pays, ce gouvernement permet à notre pays de résister à ces chocs. Et nous devons, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, dans les conditions internationales que nous traversons, nous devons renforcer cela. Troisièmement, c'est de bâtir encore un peu plus la solidarité à l'intérieur de notre pays. Solidarité générationnelle, c'est un fait, mais solidarité aussi interrégionale. Il faut que les Béninois, quelle que soit la commune dans laquelle ils vivent, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, quelle que soit leur pratique, aient les mêmes chances. Et en particulier que les jeunes aient les mêmes chances de réussir dans la vie. Et ça demande un certain nombre d'actions que nous considérons importantes. Je pense par exemple, le chef de l'État a fait une réunion la semaine dernière sur les personnes portant un handicap dans la vie. C'est important. Il y a une fraction très importante de notre population qui naît avec des handicaps ou qui développe des handicaps dans la vie. Quand je vous donne le nombre de ces gens-là, c'est incroyable. Pourtant, il faut que ces gens-là ces personnes-là puissent avoir les mêmes chances que vous et moi, ou que leurs enfants puissent avoir les mêmes chances que vos enfants ou que mes petits-enfants à moi. C'est de cela qu'il s'agit. Et dernière chose, évidemment, dernier axe, c'est tout ce qui concerne le développement durable auquel nous devons faire face aujourd'hui, parce que c'est un fait important et permanent aujourd'hui que quand vous allez dans nos communes, tous les ans, vous avez des communes qui sont inondées. Tous les ans, vous avez des communes qui font face à la sécheresse. Ça, c'est nouveau. Il y a quelques années, c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans que vous aviez des inondations. C'est tous les 5 ans, tous les 10 ans que vous aviez des sécheresses. Aujourd'hui, quasiment tous les ans, vous avez des inondations dans nos communes. Il faut développer des politiques qui sont adaptées à tout cela. En résumé, voilà un peu l'offre politique que nous avons autour de ces 4 axes. Et évidemment, ça passe par qu'on appelle tout ce qui concerne les lois nouvelles ou les lois à modifier, donc la qualité de la législature que nous allons entreprendre, et deuxièmement, le contrôle de l'action du gouvernement, deux des choses qui sont les principales activités d'un parlementaire, le contrôle de l'action du gouvernement et l'action législative. On a vu, parce qu'il y a une équipe qui suit l'un de vos éléments, l'un de vos chevaux sur le terrain, je vais nommer Rachid Garansi, qui, à maintes reprises, a sorti un thème, la farine, c'est le projet de la farine qui a la pâte. J'en ai fait une allégorie où je parle désormais de l'allégorie de la farine. Vous n'avez pas évoqué ça tout à l'heure. Pourquoi cette allégorie dans la campagne? Bien, moi j'ai un peu d'admiration pour Badamassi et pour d'autres députés du BR parce qu'ils ont l'expérience des campagnes, savent trouver la formule choc qui permet aux populations de comprendre ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, j'ai évoqué les difficultés des démocrates à articuler un programme de législature. Eh bien, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ceux qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent transformer, ceux qui peuvent offrir aux populations des infrastructures, qui peuvent offrir aux populations le pouvoir d'achat, ce sont ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont avec le président Talon. C'est le président Talon qui est à l'exécutif aujourd'hui, c'est lui qui a tous les moyens, c'est comme ça que notre constitution est faite, qui donne tous les pouvoirs, tous les moyens financiers et matériels de l'État à l'exécutif. Donc, si vous voulez bénéficier d'un certain nombre de choses, si vous voulez modifier un certain nombre de choses, si vous voulez introduire des idées nouvelles, eh bien, vous devez vous entendre avec le gouvernement. Moi, j'ai été dans un gouvernement avec le président Mathieu Kérékou, qui était
en minorité à l'Assemblée nationale, je peux vous dire, c'était deux choses différentes. L'Assemblée nationale n'a jamais pu empêcher le gouvernement de passer son budget, par exemple, puisque la Constitution permet au président de la République de mettre en œuvre son budget par une ordonnance. Et ça a été fait dans notre pays depuis le président Soglo et avec le président Mathieu Kérékou également. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand il dit celui qui a la farine est celui qui peut donner la pâte. Je peux vous le dire en hindi, mais les l'olifion, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai aimé l'allégorie parce que ça traduit ce que le Bloc républicain peut offrir à nos populations et ça traduit les difficultés d'un parti comme les démocrates à présenter quelque chose aux populations autrement que les critiques de ce que le gouvernement du président Talon est en train de faire. Alors, à la lumière de vos investissements pour les campagnes et pour les élections, vous espérez combien de représentants à l'hémicycle pour la prochaine mandature? Le Bloc républicain. Bien, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que ça relève de notre stratégie parlementaire, de notre stratégie électorale. Mais ce que je peux vous dire, et vous pouvez le deviner à travers ce que j'ai dit dès le début de cette interview, c'est que nous aspirons à avoir la majorité dans l'Assemblée. Il y a 109 députés. Il nous faut au moins 55 députés. Et donc, le minimum pour nous, c'est 55 députés. Et nous travaillons à travers nos 24 circonscriptions, à réunir ces 55 députés pour contrôler l'Assemblée prochaine. La dernière fois, c'était en 2019, le Bloc républicain n'avait pas de quota pour prétendre au perchoir. Cette fois-ci, avec l'engouement qui vous anime, vous estimez avoir la majorité. Est-ce que vous êtes sûr que le président Talon laissera désigner un BR au perchoir à l'Assemblée? Pourquoi pas? Nous sommes un parti de la mouvance présidentielle. Nous sommes un parti qui soutient le président de la République. Nous sommes un parti qui a des ministres au gouvernement et pas les moindres. Nous avons toujours bénéficié de la confiance du président de la République et nous le soutenons sans réserve. Tous les ministres du gouvernement, tous les députés du DR à l'Assemblée nationale ont toujours été des députés loyaux, des ministres loyaux au président de la République. Et je pense que c'est dans la logique que si le Bloc républicain avait la majorité à l'Assemblée nationale, que le président de la République accepte de nous laisser le perchoir. Il y a une dernière question, monsieur le ministre d'État. Voilà. Vous disiez sur RFI récemment, par rapport à nos compatriotes en difficulté, que le chef de l'État, ou du moins que ceux-ci ont deux chances, à savoir la grâce présidentielle ou une loi d'amnistie. Au cas où le Bloc républicain aura une majorité confortable à l'Assemblée, serez-vous favorable à une loi d'amnistie au profit de ces Béninois en difficulté? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette élection n'est pas au sujet des gens des personnes qui sont en difficulté avec la loi. Qu'elles soient à l'intérieur des prisons parce qu'elles sont déjà condamnées ou qu'elles soient à l'extérieur parce qu'elles ont choisi d'aller à l'extérieur. Cette élection est au sujet de ce que nous allons offrir aux Béninois, quelles que soient leurs conditions. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de Béninois, notamment les plus jeunes. Vous avez dans notre pays autour de 3 millions de jeunes qui sont sans emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi. Je suis très préoccupé par ça. Je pense que nous devons nous concentrer, nous investir beaucoup pour que ces jeunes aient des chances. Nous avons plus de la moitié de nos compatriotes, les femmes, qui aspirent à des opportunités, qui veulent être autonomes, participer davantage à la vie économique et sociale de notre pays. Je veux que nous développions des options pour ces femmes. Nous avons déjà commencé avec le président Talon à travers plusieurs projets et programmes. Je veux que ceci soit approfondi et renforcé. Ces questions sont pour moi fondamentales. L'élection qui est en cours, en tout cas en ce qui me concerne, n'est pas au sujet de la question que vous posez. Néanmoins, vous êtes
un musulman croyant fervent, vous êtes béninois, vos sœurs, vos frères sont en difficulté. S'ils prient individuellement, Abdoulaye Biya Tchadé dirait quoi, proposerait quoi pour ces personnes? Vous savez, j'ai été plusieurs fois interpellé par plusieurs personnes en difficulté avec la loi. Et j'en ai aidé un certain nombre, pas mal. La question n'est pas d'être en difficulté avec la loi, mais c'est la question, c'est de voir comment, face aux erreurs que vous avez pu commettre dans la société, face parfois aux crimes que vous avez commis devant la société, comment vous-même vous réagissez pour que la société, pour que la communauté, pour qu'éventuellement le gouvernement, pour qu'éventuellement des personnes en capacité de vous aider puissent vous aider. Moi, je vois les choses de cette manière. Moi, j'ai eu des camarades de parti qui ont été en prison. Je les ai aidés. Je les ai aidés parce que ces personnes, je les ai connues avant qu'elles ne soient en difficulté avec la loi. Ces personnes, je les ai connues, certaines, pendant qu'elles étaient en difficulté avec la loi, elles ont dit ABT, je souhaiterais que tu m'aides. Et je suis venu à leur secours personnellement, pendant qu'ils faisaient face à la loi. Donc j'ai aidé des gens à payer leurs avocats. J'ai aidé même certains pendant qu'ils étaient en prison. J'ai aidé certains à payer des obligations légales qu'ils avaient pour pouvoir sortir après avoir purgé une partie de leur peine. Donc la question n'est pas en tant qu'individu, en tant que croyant, comment je vois les choses. Oui, je suis un homme comme nous tous. Je suis en plus un croyant et je crois à la rémission des péchés. En termes de développement envisageable et harmonieux du Bénin, vous auriez préféré un parlement uniquement mouvancier ou un parlement multicolore où la mouvance, l'opposition prennent des décisions au nom du peuple béninois? Je crois que j'ai participé et je soutiens fondamentalement la réforme du système partisan engagée par le président Talon. Et j'étais moi-même, lorsqu'en 2016 j'étais candidat à la présidence de la République, j'avais dit que notre système partisan avait besoin d'être réformé. 200 partis, c'était impossible. 20 partis à l'Assemblée, c'était ingérable. Et ça donnait les dérives que nous connaissions, que nous avons les uns et les autres dénoncées. Pour moi, le Parlement idéal, c'est le Parlement dans lequel il y aurait une opposition forte et une majorité très forte. Ça ne va pas perturber la prise des décisions ou le vote des lois? Non, pas du tout. Il y a un parti qui a la majorité. Regardez un peu le système américain, qui est un peu un système auquel moi je rêve. J'ai la faiblesse, et je l'avoue, je le confesse, d'aimer ce système-là, où vous avez deux partis, le parti républicain, comme le nôtre, et le parti démocrate. Si vous regardez l'Assemblée, la Chambre des représentants ou le Sénat, vous avez essentiellement des élus de ces deux partis. Même les gens qui sont indépendants sont en général des gens qui viennent de ces deux partis. Ils sont élus par les électeurs admirant ces deux partis, l'un de ces deux partis, et après ils se déclarent indépendants parce qu'ils sont en désaccord avec le parti sur tel ou tel sujet. Mais c'est un système qui fonctionne bien. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, et on a vu des gens dans le passé très fortunés compétir pour être président des États-Unis, Ross Perot, mais ils n'ont pas pu passer parce qu'ils n'étaient soutenus par aucun de ces deux partis. Monsieur le ministre d'État. Et pourtant, vous avez un système démocratique qui fonctionne. Et donc, aller vers un système où vous avez deux partis forts qui contrôlent l'Assemblée à deux, mais qui, alternativement, dirigent le pays,
dirige l'Assemblée, dirige le gouvernement. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça et je souhaite que notre pays aille dans cette direction. Et je souhaite bien sûr que le Bloc républicain soit l'un de ces partis et soit évidemment le premier parti à contrôler et le gouvernement et l'Assemblée. Monsieur le ministre d'État, nous sommes au thème de cette émission. Votre mot de la fin, qui peut aller dans le sens d'appel aux militants pour voter massivement le Bloc républicain au soir du... Non, je vais dire pour voter massivement le Bloc républicain le dimanche 8 janvier 2023. Merci beaucoup. Je souhaite demander à nos compatriotes qui nous écoutent, qui nous regardent, de voter massivement pour le Bloc républicain le 8 janvier. Par sentiment, mais aussi par raison. Ce parti a montré, déjà à partir de la soumission de ce dossier, que c'est un parti organisé. Ce parti, en présentant le seul un programme de législature, a montré qu'il sait ce qu'il veut pour les Béninois. Il n'a pas caché ce qu'il va faire quand il aura la majorité. Il a dit, voilà ce pour lequel nous voulons être majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, Béninoises, Béninois, je vous en supplie, donnez la majorité au Bloc républicain. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission que nous avons eu le plaisir d'animer et de recevoir le secrétaire général du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biot-Tchali. Avec lui, nous avons discuté du déroulement de la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023. Les attentes et les perspectives ont été décryptées sur cette émission. À très vite sur les programmes de BLTV.